Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très heureux de vous retrouver. Alors je sais que je le dis à chaque fois, mais parce que c'est vrai. Je suis très heureux de vous retrouver. Et j'étais particulièrement impatient parce que l'arme qu'on va examiner aujourd'hui, que je vais vous présenter, est arrivée il y a 2 semaines. Et puis, voilà, les aléas de la vie, les occupations, les machins. Et du coup, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant. Voilà, donc je suis très heureux de m'y coller aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous remercier pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, pardon. Ce qui est extrêmement encourageant pour moi. Je me souviens au mois de janvier dernier, j'avais une dizaine d'abonnés, 8, 10, 12, enfin pas plus. Et on est 200, j'ai regardé hier, on était 239. Alors probablement un peu plus avec cette nouvelle vidéo, puisque chaque nouvelle vidéo amène de nouveaux abonnés. Et c'est vraiment très 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 encourageant. Ça veut dire que ce que je fais intéresse quand même un petit peu. Donc j'en suis ravi. Voilà. Dernière chose, pour ceux qui aiment les vidéos un peu plus dynamiques, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus, mais vous pouvez accélérer la vitesse de lecture de la vidéo dans les paramètres YouTube. Et c'est vrai que c'est un petit peu plus dynamique. Moi-même, quand je revisionne mes vidéos pour voir là où je pourrais être un peu meilleur, me corriger un petit peu, des fois je mets en accéléré. C'est vrai que c'est un petit peu plus péchu, un peu plus dynamique. En même temps, voilà, j'ai un débit de parole parfois un peu lent. Des fois je cherche un peu mes mots, parce que même si je prépare mes vidéos, il y a quand même beaucoup de spontanéité. Donc il y a des choses, voilà, il peut y avoir des petits blancs d'une seconde ou deux dans mes phrases parce que je cherche un mot. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en accéléré. C'est vrai que c'est plus dynamique, c'est plus agréable. Voilà. Bon, maintenant on va entrer dans le vif du sujet. Donc, vous voyez derrière moi, petite ambiance western, hein. Voilà, toute petite ambiance western. Parce qu'effectivement aujourd'hui on va parler à nouveau du Colt Single Action Army, le fameux 1873 qui est emblématique de l'Ouest américain, des cow-boys, des westerns, etc. Sauf que le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pour ça que dans le titre de la vidéo, j'indique que c'est à la fois banal et exceptionnel. C'est effectivement une arme banale que je vais vous présenter, mais qui revêt un côté exceptionnel et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, vous reconnaissez ici la fameuse boîte Uberti que tous les amateurs d'armes de l'Ouest connaissent, puisque Uberti envoie la majorité de ses revolvers dans ces boîtes en carton. Et à côté, vous voyez exactement une boîte semblable, même si le dessin n'est pas pareil, mais vous voyez qu'on est sur les mêmes dimensions, ce qui est normal, puisque c'est aussi du Uberti. Sauf que là, on est en présence d'une arme Cimarron, de l'importateur Cimarron américain, qui est un des plus gros importateurs Uberti Pietta aux États-Unis, avec EMF Company, avec Taylor, plus quelques autres. Ils se partagent le marché. C'est un des plus gros. Il a un catalogue énorme, avec beaucoup de pièces qu'on ne trouve pas en Europe d'ailleurs. Voilà, bon, les Américains sont les premiers servis, comme toujours. Voilà, mais on ne va pas se plaindre. Aujourd'hui, on est effectivement sur une arme qui vient des États-Unis. Et je pense être le seul à la posséder en France. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, sans plus tarder, je vous présente la bête. Voilà. Donc, vous allez me dire, effectivement, jusque-là, c'est le côté un peu banal, sauf que les plus observateurs ont remarqué qu'on est sur un premier modèle de 1873 qui est caractérisé par trois choses qui le différencient des autres modèles. Ça va être que l'axe du barillet est maintenu par une vis en façade sur la face avant de la carcasse, qui permet, en dévissant cette vis, de sortir l'axe du barillet et de sortir le barillet. Voilà. Vis qui sera remplacée en 1896, alors à une ou 2 années près, parce que les historiens ne sont pas tous d'accord sur la date, mais le plus généralement retenu, c'est quand même 1896, où on obtient un bouton poussoir sur le côté qui permet de déverrouiller le barillet en 2 secondes. Alors que là, il faut un tournevis quand même. Ensuite, vous avez le poussoir de la tige d'éjection, qui est caractéristique du premier modèle, donc tel qu'il est sorti en 1873. Il y a une petite poussière, je l'enlève. Voilà. Et trois choses qui distinguent. Donc, on a vu 1 et 2. La troisième, elle est là. Pour les plus pointus, vous remarquez que le cadre est pincé. C'est ce qu'on appelle un cadre pincé, qui est typique du premier modèle. Donc on sent que
Cimarron a demandé à Uberti de faire quelque chose de très soigné et qui corresponde à 100% à ce qu'était le 1873 quand il est sorti à l'époque. Voilà. Donc on est sur un modèle cavalerie, 7 pouces et demi, en 45 long Colt, qui est son calibre historique. Donc il est réellement sorti comme ça en 1873, avec les caractéristiques que je vous ai données, la vis sur le devant, le poussoir de la tige d'éjection et le cadre pincé. Alors qu'est-ce qui rend cette arme exceptionnelle? En dehors du fait qu'elle est parfaitement réalisée, je vous laisse. Alors les vis sont bleues, je ne sais pas trop si ça se voit. Le bronzage est hyper profond, quasiment bleu par moment, selon l'éclairage. On est vraiment sur une finition très très haut de gamme. C'est voilà, c'est magnifique. Alors, où est le côté exceptionnel? Et bien en fait là vous avez le recto. Le côté exceptionnel, il est sur le verso. Je vais vous montrer ça. Voilà, alors évidemment je vais mettre des traces de dos un peu partout. Voilà, le côté exceptionnel il est là et sur le canon je vais vous montrer. Ici, pour les plus férus de géographie américaine, vous aurez reconnu la carte du Texas. Et sur cette carte, il y a une espèce de tromblon ou de pistolet avec une crosse fusil, enfin, je ne sais pas trop. Ça, c'est un emblème. Je vais vous expliquer de quoi. Voilà. Est-ce que vous arrivez à lire ce qui est marqué? Je ne sais pas. En tout cas, je vais vous le dire. Donc, la gravure ici est indiquée 1950, Houston Gun Collector Association, ou Association. Voilà. Je ne parle pas anglais, donc je vais vous laisser tranquille avec mon accent minable. 2000, voilà, 1950, 2000. Alors, pourquoi? Parce que en 1950, au Texas, à Houston, s'est créée une association de tireurs, la Houston Gun Collector Association. Et pour les 50 ans de l'existence de cette association, ils ont demandé à Cimarron de leur réaliser un revolver qui soit à la hauteur des 50 ans de leur existence. Donc, ils ont choisi un premier modèle, qu'on appelle donc le modèle, quelquefois le modèle Custer, parce qu'ils avaient exactement ça au 7e de cavalerie. Et puis, autre petit détail, vous remarquerez, voilà, c'est marqué USA. Donc, même les marquages sont typiques du premier modèle, puisque c'est un modèle destiné au marché militaire, c'est un modèle pour la cavalerie, donc c'était marqué US. Dessus, il n'y avait pas encore le cheval frappé sur la carcasse. Voilà. Donc Cimarron, qui est connu pour un cahier des charges assez strict. Alors, pas sur toute la gamme de son catalogue. Ils ont aussi, en entrée de gamme, on va dire, le basique de chez Uberti Pieta. Mais bien souvent, ils ont un cahier des charges quand même. Quand ils envoient la commande à Uberti, c'est vraiment très soigné. Et ils veulent, voilà, ils poussent le détail très loin. Et en fait, j'ai eu plusieurs Cimarron et j'ai pu constater que vraiment c'était de la très très belle fabrication. Alors évidemment c'est Uberti qui fabrique, mais le cahier des charges impose à Uberti de faire des choses vraiment magnifiques, ce qui est le cas sur cet exemplaire-là. Alors, autre particularité de cet exemplaire, vous le remarquerez, c'est qu'il est numéroté, y compris sur la crosse, sur le talon de crosse. Voilà. Donc HGC, Houston Gun Collector, et cet exemplaire porte le numéro 196. Alors, avoir un numéro 196, c'est bien beau, mais encore faut-il savoir combien d'exemplaires il y a eu dans cette série limitée. Donc j'ai contacté la Houston Gun Collector aux États-Unis sur leur site internet et y compris sur leur page Facebook. Et ils ne m'ont pas répondu, hein, tout simplement. Alors, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'ils n'ont pas eu le mail? Est-ce que, comme je ne parle pas anglais, j'ai écrit en français en me disant qu'ils vont faire une traduction Google ou je ne sais pas. Bon, ça les a peut-être gavés, j'en sais rien, mais j'ai pas eu de réponse. Et je me suis dit comment je vais faire pour savoir combien il y a eu d'exemplaires dans cette série limitée. Je me doutais bien qu'il n'y en avait pas des milliers parce que c'est une association de tireurs de la ville de Houston, donc peut-être quelques centaines, voilà, c'est pas. Mais je voulais savoir. Donc
Il se trouve que depuis quelques jours, je suis ami sur Facebook avec Giacomo Merlino, qui est le président d'Uberti. Donc du coup, je lui ai envoyé plein de photos en lui demandant s'il pouvait me répondre à cette question, à savoir combien il y avait eu d'exemplaires. Et très très gentiment, je crois 24-48 heures après, il m'a répondu qu'il y avait eu 271 exemplaires. Voilà. Cette arme-là, telle qu'elle est comme ça, avec son insert métallique, telle qu'elle est là, avec ses marquages et tout, il y a eu 271 exemplaires au monde, alors qui étaient tous destinés évidemment à cette association de tireurs. Et pourquoi j'en ai un entre les mains? Simplement parce que l'armurier chez qui je l'ai acheté et qui me l'avait réservé fait des fréquents voyages aux États-Unis et revient avec des pièces. Voilà. Donc, comme moi, il sait que je suis amateur de ça. Il avait ramené ça dans son dernier voyage et il m'a téléphoné en disant j'ai rentré ça, ça, ça et ça. Vous verrez d'ailleurs une autre arme quand je l'aurai reçue que je lui ai acheté de ce même voyage, qui est très très particulière aussi, très unique aussi. Donc voilà, j'ai cet exemplaire qui vient direct des États-Unis. J'ai même des papiers avec le nom, l'adresse du membre de l'association à qui ce revolver a été envoyé à l'époque, donc en 2000. Voilà. Alors, donc je suis, quand j'ai découvert cette arme, quand je l'ai reçue, j'étais extrêmement heureux parce que j'ai remarqué que vraiment la finition, les détails et tout, c'est vraiment une arme magnifique. C'est vraiment ce que Uberti peut faire de mieux en termes de finition, voilà, en termes de bronzage, en termes de jaspage. Franchement, magnifique jusqu'au bruit. Au bruit, c'est vous dire. Vous faites ça, voilà. Vous voyez, on est sur quelque chose de chaleureux, on est sur quelque chose de chaud, et c'est exactement le bruit que faisaient les 1873 à l'époque. C'est-à-dire, là je vais vous prendre un Colt. Celui-là, c'est celui qui est de 1968, c'est un deuxième génération, c'est un vrai Colt. Écoutez le bruit. On est sur un bruit quand même très métallique. Et regardez là. Voilà, c'est pas du tout le même bruit. Et pour avoir tiré avec des vrais, des SA d'époque, c'est exactement ce bruit-là. Parce que les aciers n'étaient pas le même, les ressorts, etc. etc. Alors, c'est un hasard. Enfin, moi, je pense pas que Huberti pousse le truc à faire que le bruit soit exactement. Mais il se trouve que même le bruit, bon. Donc, j'étais particulièrement satisfait. Tiens, entre parenthèses, je vous montre. Vous voyez, en 1896, on a ce bouton poussoir qui est une vraie avancée technique. Il n'y a rien à dire. Et pour vous montrer la différence entre le cadre pincé et le cadre qui a été fait par la suite, on voit, vous voyez la petite différence. Voilà. Donc c'est ce souci du détail, et y compris d'ailleurs, pardon, vous voyez la forme du poussoir de la tige d'éjection. Voilà. Entre le premier modèle et le deuxième modèle. Alors, je me suis dit, formidable, l'arme, elle est géniale, la finition enfin, franchement, j'étais ravi. Mais vous savez, je connais très très bien les 1873, donc je me suis dit, est-ce que Cimarron a poussé le détail jusqu'à l'intérieur? Parce que extérieurement, il est parfait, ce revolver. Mais est-ce qu'à l'intérieur, quand on enlève le barillet, on a les mêmes choses que sur un Colt? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un tournevis, ce que je vais faire devant vous, et j'ai démonté. Alors, puisqu'on parle de cette petite vis, il faut savoir que ça nécessite un tournevis, ce qui est quand même pas pratique. Donc Colt avait sorti à l'époque des vis à... Je vais vous montrer parce que là aussi le détail fait que Cimarron a demandé à reproduire cette vis-là, qui est une vis crantée, qu'on peut visser et dévisser à la main. Je vous la montre tout de suite. Vous voyez, entre la vis, voilà, la vis que je viens d'enlever, et la vis crantée, je vous montre.
Voilà, on la visse ici, exactement comme l'autre. Alors, voilà. Ça a exactement le même effet mécanique qui est de tenir l'axe du barillet, mais ce n'est pas très esthétique d'avoir une vis qui dépasse. Donc, la vis d'origine, qui arrive à fleur du truc, est beaucoup plus jolie, évidemment, il n'y a rien qui dépasse. Là, c'est un peu moins joli, mais c'est très, très, très pratique, puisque vous pouvez dévisser à la main, visser à la main, dévisser à la main. Donc, et ça, Colt l'avait prévu aussi. Hein. Donc, ce détail est intéressant aussi. Donc là, une fois que vous avez enlevé la vis, le barillet s'enlève comme sur les modèles à poussoir. Vous enlevez la tige et vous sortez le barillet. Et là, j'examine un petit peu l'intérieur et j'ai été un peu déçu, je dois le dire, parce que l'intérieur n'est pas à la hauteur de l'extérieur. Je m'explique. Vous voyez ici le trou du percuteur, on voit un petit cercle sur tous les Colt. Je vais vous montrer, et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans des vidéos. Il y a une pastille d'amortisseur de percuteur, qui est une pièce qu'on rapporte dans l'arrière du bouclier, et qui est ici juste dessinée, on va dire gravée. On voit bien, hein, il y a la trace, voilà, mais ce n'est pas une pièce à part. C'est juste un dessin, on va dire. Donc j'ai été un petit peu déçu parce que sur certains Cimarron, il y a effectivement la pastille. Là, ils ne l'ont pas mis. Donc, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc, sur ce Colt, hop, vous voyez que ça va beaucoup plus vite, pas besoin de tournevis. Voilà, on la voit parfaitement. C'est cette pièce-là que vous changez si éventuellement, à force de percuter, elle se détériore un peu, c'est ce qui permet de ne pas user l'arrière du bouclier. Parce que quand il n'y a pas cette pastille, l'arrière du bouclier peut légèrement se déformer. Et à la longue, hein, il faut en tirer beaucoup, mais ça peut se déformer. Et après, vous êtes obligé de rectifier un peu à la lime et tout pour que votre barillet continue à tourner comme il faut. Colt avait vu ça très très tôt, et sur tous les Colt 1873, vous avez dès l'origine cette pastille qui permet d'éviter ce petit désagrément. Alors j'ai dit, bon, je suis un peu déçu, mais ça peut s'expliquer. Alors on va voir maintenant la deuxième déception, le deuxième petit bémol, c'est que sur tous les Colt, vous avez ce qu'on appelle un bushing au barillet. Voilà, c'est-à-dire que l'axe du barillet n'est pas en contact direct avec le barillet, il est en contact d'abord avec ce bushing qui ensuite est introduit dans le barillet, ce qui permet une rotation, bon, peut-être plus fluide, je ne sais pas. Et donc, vous voyez la pièce ici, vous essayez de la retirer, elle ne vient pas parce qu'il n'y a pas de bushing, tout simplement. Et donc, sur certains Colt, effectivement des Colt de 3e génération, à un moment donné, pour faire des économies d'échelle, hein, j'imagine, Colt a retiré son bushing, et il faut reconnaître que ça fonctionne parfaitement. Je veux dire, le bushing n'est pas une pièce indispensable. Mais à l'époque, l'industrie armurière avait le souci de ce genre de choses. Donc le 1873 est sorti avec un bushing dans le barillet. Pendant très longtemps, toutes les productions Colt du 1873 avaient un bushing. Ensuite, sur la 3e génération, Colt l'a enlevé pendant quelques années, puis l'a remis ensuite parce que les amateurs, les collectionneurs et tout voulaient quelque chose qui soit vraiment comme à l'origine. Donc Colt l'a remis. Mais même sans bushing, ça fonctionne très bien. Et quand même, là où je suis un peu déçu et étonné, c'est que sur beaucoup d'Huberti que j'ai eu, il y avait le bushing. Donc je me dis, là, ils ne l'ont pas mis. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une série limitée? Cette série étant limitée, elle est sans doute beaucoup plus chère à fabriquer. À cause des inserts métalliques, à cause des marquages sur le canon. Vous faites des séries de 1000, 2000, 10 000, c'est un prix, vous en faites que 271, c'est un autre prix forcément. Donc je pense que dans le bon de commande, il a été dit qu'il fallait qu'extérieurement ce soit superbe et irréprochable,
mais que peut-être en enlevant le bushing et en ne faisant pas la petite pastille amortisseur sur le bouclier arrière, ça permettait de gratter 3 sous et de faire... Voilà, j'en sais rien, c'est peut-être ça ou c'est peut-être pas ça, je ne sais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, je dirais que c'est deux petits détails qui sont pas très importants dans la mesure où on est quand même sur une série très limitée, 271 exemplaires au monde. Je pense que je dois être le seul à en avoir un en France, je pense. Hein. S'il y en a d'autres qui se dévoilent, ça serait très très bien. Mais je pense être le seul pour le moment à avoir cet exemplaire-là, qui porte donc le numéro 196. Quand on voit la qualité de finition de l'arme, quand on voit la qualité du bronzage, quand on voit l'ajustage, quand on voit franchement, enfin, c'est un revolver magnifique. Je me dis, bon, il n'y a pas la pastille, il n'y a pas le bushing, c'est pas très grave, ça reste une très 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 belle arme. Voilà, alors qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur cette arme-là? Pas grand-chose. On va la remonter. Voilà, comme ça je vais vous la représenter encore. Voilà, on insère donc le barillet en lui trouvant son logement. Voilà. On met... Tac. Et on va mettre la vis. Alors la vis qui est la vis d'origine, qui est quand même plus jolie puisqu'elle elle arrive à fleur du cadre. Voilà. Hop. Alors, faut toujours faire très attention. Voilà. Alors, je précise, oui, c'est une arme qui n'a jamais tiré. Voilà. Qui est vraiment dans un état comme elle est sortie il y a 20 ans. Absolument superbe. Voilà. Et les vis bleuies et tout. Enfin, franchement, on est sur une très 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 belle arme. Voilà, donc les amis, c'est voilà, comme je vous avais dit, un petit côté banal, un petit côté un peu exceptionnel. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager mes vidéos, à les faire connaître. Et puis, écoutez, je vous dis à la prochaine. Alors, j'en profite, je remonte celui-là vite fait, et vous allez comprendre. Je vais vous présenter quelque chose. Hop, tac. Voilà. Alors, on va ranger celui-là. On va pousser le tournevis. Voilà. Là, vous avez un Single Action Army, 5 pouces et demi, 45 long Colt, de chez Colt. C'est un vrai Colt. Il est de 1968 d'après son numéro de série. Et il se trouve que j'étais... Voilà, il est là. Voilà. Et là, je vous présente un Colt en 5 pouces et demi. 45 long Colt également. Voilà, on est en présence des deux mêmes armes. Celui-là est de 68, celui-là est de 75. Alors pourquoi acheter deux Colts identiques dans le même calibre, même longueur de canon, deux Colts qui sont débronzés, ils étaient bronzés au départ, ils sont débronzés, ce qui leur donne un petit côté vintage, un petit côté voilà, que j'adore. Alors pourquoi j'ai deux SA identiques? C'est très simple, parce que j'ai commandé une plateforme de deux holsters en Buscadero à droite et en Crossdraw à gauche, à la célèbre fabricant français qui est la sellerie du Thymerais, que je salue au passage. La sellerie du Thymerais qui fabrique depuis longtemps des pièces de qualité exceptionnelle, qui vend ces pièces dans le monde entier. Il y a beaucoup de tireurs de partout dans le monde qui commandent des pièces à la sellerie du Thymerais. Donc, moi, c'est la première fois que je me fais faire une plateforme sur mesure. Je l'aurai normalement en janvier. Et j'ai choisi une plateforme pour des longueurs de canon de 5 pouces et demi. Très travaillée, c'est un gros boulot. J'ai pas spécialement fait dans la discrétion. C'est une plateforme qui est un petit peu, qui va être biton. Noir, marron, avec des clous, avec un lassage, avec des choses comme ça un petit peu qui sortent un peu de l'ordinaire.
Et je l'aurai en janvier parce que les délais de fabrication, voilà, le gars est tout seul, Roy il s'appelle, il est tout seul, donc au fur et à mesure des commandes, et ben voilà, il y a un délai d'attente. Donc moi je l'aurai normalement en janvier, avec un peu de chance avant les fêtes de Noël, mais très vraisemblablement en janvier. Donc je ferai une vidéo pour vous présenter cette plateforme et la raison donc pour laquelle je voulais deux armes identiques, même longueur de canon, même calibre pour aller sur cette plateforme. Voilà. La prochaine vidéo, je ne sais pas trop sur quoi ça va porter. Peut-être sur des Winchester, parce que là j'en ai deux qui vont arriver, 66 et 73, donc je ferai probablement des petites vidéos là-dessus. Et puis j'ai toujours en préparation une grosse vidéo comme pour le Python, mais ça demande beaucoup de temps, sur l'histoire du SAA, puisque le SAA est sorti en 1873 et est toujours fabriqué aujourd'hui. Donc c'est vous dire qu'il y a beaucoup à dire sur ce revolver emblématique. Donc ça sera une vidéo assez longue que je prépare pendant quelques temps. Voilà les amis, je ne m'attarde pas plus. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. C'est une joie de vous retrouver régulièrement. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous et à faire abonner vos amis qui sont amateurs comme vous. À très bientôt, prenez soin de vous. Bye bye.